pour les médias écrits. Ben non, il n'y a pas de loi. La liberté, c'est constitutionnel. La liberté de la presse en France est libre. Donc, vous pouvez éditer un journal, il n'y a aucun contrôle avant. Le contrôle se fait après. Si vous écrivez une connerie, vous passez au tribunal parce que vous n'avez pas respecté le droit français sur la diffamation, sur les lois. Donc la liberté de la presse est libre, ce qui signifie que vous pouvez faire un journal de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, vous faire ce que vous voulez et ne pas être soumis à ce qu'on appelle le pluralisme, les quotas au moment des élections, puisque la presse papier est totalement libre. Ça, c'est le premier point. On va aller plus loin maintenant sur la technique, parce qu'il y a eu des questions. Par exemple, le cas de Sud Radio avec André Berkoff, Sud Radio qui était inquiet de se voir censuré sur YouTube. Ben, je vais vous faire un petit exercice. On va jouer. J'ai amené un poste de radio, puisqu'on va parler de questions techniques, mais c'est valable pour la télévision aussi. Poste de radio, moi je me suis mis sur ma radio. Voilà. La radio hertzienne, la radio FM. Ça c'est ma radio. Ça c'est un poste de radio en modulation de fréquence. Donc un poste de radio qui capte par l'antenne, la FM, qui vient en modulation de fréquence. Il y a aussi sur les box, sur les smartphones, la possibilité d'écouter la radio. Cette possibilité d'écouter la radio, elle n'est pas transmise par les ondes hertziennes, elle est transmise par Internet. La télévision, c'est la même chose. Vous recevez votre télévision par voie hertzienne, par l'antenne râteau qui est au-dessus, ou par votre box qui arrive sur le câble. Quelle est la différence entre les deux moyens? Imaginons que je fasse une radio uniquement par voie hertzienne, ce qui est mon cas, mais elle est relayée via un flux web, on peut donc l'écouter par Internet, ou imaginons que je ne fasse une radio que par Internet. Quelle est la différence sur le plan juridique? La différence sur le plan juridique, c'est que dès que je suis sur les ondes hertziennes, je dépends du CSA et de l'ARCOM, donc je suis soumis à des quotas de chansons françaises et au pluralisme des opinions politiques. C'est-à-dire qu'avec mon micro, je passe par les ondes FM, je dois à chaque élection calculer le temps de parole. Pour la télévision, c'est la même chose. Si je fais ma radio sur Internet, en streaming, et je passe pas sur les ondes, je suis comme la presse, c'est le droit commun. C'est-à-dire je peux faire ce que je veux. Si je veux faire une radio par Internet, de droite, de gauche, d'adorateurs de telle religion, de ceci, de cela, la loi qui s'imposera à moi sera le droit commun, j'ai résumé en préambule, c'est-à-dire l'évolution, comme pour la presse écrite. En revanche, dès que je passe par les ondes hertziennes, la loi, c'est celle du CSA, c'est la loi sur l'audiovisuel. La loi sur l'audiovisuel impose en résumé la même chose que le droit commun, plus les quotas de chansons françaises pour la radio et plus le pluralisme politique pour la télévision. Mais les paroles sont libres, donc il y a des débats contradictoires. Et je vous ai bien dit au début que sur des sujets comme la vaccination, comme la guerre en Ukraine, comme d'autres sujets, on est totalement libre. Il n'y a pas de réchauffement climatique, il n'y a aucune loi en France qui interdit de mettre en cause le réchauffement climatique. Mais maintenant, que font les éditeurs et les radios ou les médias? Je vais revenir au cas d'André Berkoff sur Sud Radio, qui lançait une alerte coupée sur YouTube. C'est que l'éditeur de programme transmet son son depuis son studio de radio via son antenne FM, il est relayé en streaming sur Internet. Jusqu'à présent, on est dans le droit commun et le droit de l'audiovisuel. Mais il va mettre ses vidéos sur YouTube. Et pourquoi on met ces vidéos sur YouTube? Parce qu'on nous dit tout le monde va sur YouTube, si tu mets pas ta vidéo sur YouTube, tu vas perdre 15 000, 20 000 personnes qui ne te verront pas. Et là, c'est plus le droit français ni le droit commun, c'est le droit des GAFAM. Ça veut dire qu'en réalité, ce sont les opérateurs comme YouTube, c'est Google, qui par exemple, au moment de la vaccination, je prends le sujet le plus polémique, qui censurait toutes les vidéos qui mettaient en cause le confinement ou la vaccination. Mais c'était pas le CSA via la FM ou le droit français. Ça veut dire qu'en réalité, le gouvernement, lui, le CSA, impose à André Berkoff de dire
vous avez reçu un complotiste pendant 45 minutes, le lendemain, recevez quelqu'un d'autre qui aura une parole, ou bien contredisez-le. Mais on a le droit de faire ce que l'on veut, en réalité. C'est pour ça que j'ai commencé par ces strates entre le droit commun, vous expliquez le régime juridique, et j'ai fini par la technique, le régime de la diffusion. Est très important parce que dès lors que vous mettez votre programme sur YouTube et que ça vous ramène 300 000 vues ou bien 400 000 vues, là vous réfléchissez. Et le problème de Sud Radio a été de dire on est très embêté parce qu'on va nous censurer. Il y a YouTube qui veut fermer notre chaîne et donc on est obligé de se censurer. Mais la censure n'est pas venue ni du gouvernement français ni du CSA. Ça veut dire que si Sud Radio n'avait jamais été sur YouTube et c'était simplement une radio qu'on écoutait comme au bon vieux temps via la modulation de fréquence, il serait soumis au droit français, la diffamation, plus la loi sur l'audiovisuel qui impose la contradiction et le pluralisme, mais la liberté d'expression aurait été assurée. Et ce qui fait que en revanche sur YouTube, comme les GAFAM ont décrété que toute critique au moment du Covid, de la vaccination, par exemple, ou du réchauffement climatique, sont interdites. Donc tout débat est interdit. Les GAFAM ont dit on censure les vidéos. Mais là, cela n'a rien. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment commencer là-dessus. L'autre grand débat, c'est que le pluralisme des opinions est souvent mis en cause. Mais qu'est-ce que le pluralisme des opinions? Il ne faut pas confondre le temps de parole politique qui est régi par la loi et l'opinion politique. L'opinion politique, c'est des chroniqueurs. Ça veut dire que quand France Inter sort une grille de calcul en disant on a reçu 30 minutes Madame Le Pen, 30 minutes le représentant de M. Macron, 30 minutes le représentant de M. Mélenchon et des LR, France Inter dit oui, on est une radio super objective, on a reçu les 30 minutes chacun. Ce qui n'empêche pas qu'entre, vous pouvez avoir les chroniqueurs qui vont se moquer, ironiser, ils vont ricaner, etc. Puis de l'autre, mais ce qui est bon pour France Inter est aussi valable pour CNews, puisque vous avez une partie de la gauche qui attaque CNews en disant c'est une chaîne d'extrême droite. En réalité, CNews fait pareil, font 30 minutes, le représentant de M. Mélenchon, M. Tartampion, etc. Et après, les chroniqueurs. Comment est-ce qu'on peut cataloguer des opinions? Surtout que les opinions sont extrêmement diverses. Vous pouvez avoir un chroniqueur qui est-ce qu'on va prendre par sujet de société? Des chroniqueurs ont été la réforme des retraites, un tel a été pour ou contre. Voilà, ça se voit, moi c'est mes notes. Ah ben c'est très simple. Un tel a été pour ou contre. Tout ça c'est extrêmement compliqué, donc c'est pour ça que je reviens sur la formation et ce que sont les journalistes. Les réseaux sociaux, on va en parler, comment tout est déformé. Alors ça je vais vous en parler après, parce que je voudrais après parler maintenant du recrutement et la manière dont les choses se font par les patrons de médias. Est-ce que les médias sont aux ordres du pouvoir? Est-ce qu'il y a des réunions secrètes? En réalité, non. J'ai suffisamment connu de grands patrons de médias, je vais vous raconter quelques anecdotes. En fait, ce sont des passionnés, ce sont des businessmen, ils ont envie de faire de l'audience, ils n'ont pas envie d'emmerder, et puis c'est tout. En réalité, ça se résume à ça. Les grands capitalistes achètent des médias pour se faire valoir. Donc quand ils se croisent dans les salons, chez Guy Savoie, Bernard Arnault rencontre François Pinault, t'as vu, j'ai racheté Le Point, t'as vu. Et puis, il y a les seuls ordres qui arrivent, c'est des ordres sur des problèmes très stratégiques, de capitalisation boursière, de fusion-acquisition, d'achat, etc. Mais de savoir qu'il y a eu une polémique sur la vaccination, un tel... C'est pas trop leur problème. Ce qu'ils voient, c'est de l'audience. La création d'RMC, j'ai connu Alain Veil, qui était le créateur de RMC Info. Et à l'époque, il était au groupe Énergie. Et il me dit un jour, je vais racheter RMC. Enfin, il n'était pas racheté avec son argent, par des fonds de pension, quoi. Il a fait de la levée de fonds.
Et il me dit, il y a Radio Monte Carlo qui est à vendre parce que ça marche pas du tout. La principauté de Monaco vend. Une super idée. Et d'abord, il avait aussi l'intention de faire une télé. Il voulait faire BFM TV. Et son idée était partie 6 mois aux États-Unis, étudier le paysage audiovisuel américain. Et il me dit, une télé, j'ai une idée géniale, on va faire une télé d'infos 24-24 avec que des faits divers. Et il voulait faire les trucs à l'américaine avec un hélicoptère qui surveille, qui est au-dessus d'une ville, il y a des cambrioleurs, une bagnole de flics, et l'hélicoptère pendant une demi-heure suit la bagnole de flics avec les cambrioleurs, les flics qui arrêtent, le mec qui est arrêté, on fait les sous. Il dit ça fait des audiences de fou. Et le second truc qui fait des audiences dingues, aux États-Unis, il y a des radios de talk. En France, ça n'existait pas. Des radios de parole. Et ces radios de parole, il me dit c'est des radios hyper à droite, les mecs sont fous, c'est des complotistes, mais ça fait de l'audience. Mais c'est extraordinaire. Il dit tu mets un mec derrière un micro avec les auditeurs, Kennedy, c'est les Russes qui tuent Kennedy, et machin, ça part pendant 1 heure, il dit ça fait des audiences extraordinaires. Et puis il dit cherche un gars pour la matinale, etc. Il me dit il faudrait vraiment une tête, quelqu'un qui... Et je lui dis, bah écoute, va voir. J'avais vu une semaine avant, il venait de se faire virer de RTL où il faisait les auditeurs ont la parole. Et j'avais vu Jean-Jacques Bourdin. Et à l'époque, Jean-Jacques Bourdin sur RTL, c'était lui qui avait mis en place les auditeurs ont la parole. Il était considéré comme révolutionnaire, il laissait vraiment parler tout le monde. Et je lui dis, mais prends Jean-Jacques Bourdin. J'avais aussi Jean-Claude Bourret, les plus anciens se souviennent. Alors je lui dis, c'est Jean-Claude, va voir Jean-Claude, il y a Jean-Jacques, finalement c'est Jean-Jacques Bourdin qui a été pris, et il me dit, mais je veux faire une radio qu'avec ça. Et au début de RMC, lui était vraiment dans le trip de faire de l'audience, c'est-à-dire on prend Bourdin, les grandes gueules, Éric Brunet, il faut que ça cogne. Donc, il a laissé sa rédaction, il a recruté des gens libres. Nicolas Taverneau, au début, le PDG d'M6, quand M6 était une chaîne musicale, il a progressivement voulu en faire une vraie chaîne de télévision quand la 5 est morte, l'ancienne 5 de Berlusconi et de Robert Larsan, les plus jeunes ne s'en souviennent pas. Mais Nicolas de Taverneau, au début, il voulait aussi faire ça. Il avait vu Jean-Claude Bourret, finalement il n'a pas pris, mais il a pris Bernard de la Filardière, il a lancé le magazine Capital, il me dit ça va bousculer tous ces médias traditionnels. Donc eux, ce qu'ils regardent, c'est l'audience, ils ont envie que ça soit dynamique, point barre. Mais le système de cooptation des journalistes, de recrutement, fait que dans les grandes villes, on se ressemble, on s'assemble, on se recrute, et finalement les rédactions changent au fil des années avec des jeunes qui sont là, qui prennent progressivement le pouvoir, et qui sont un peu d'une frange un peu boubou, voilà, et puis qui se recrutent. Et là, c'est le problème de la consanguinité, finalement. On va me dire qui va mettre un peu d'ordre là-dedans, dans l'audiovisuel public. Ben, moi, je me souviens, le seul qui avait essayé de mettre de l'ordre dans l'audiovisuel public, son nom vous dira peut-être rien, il était nommé PDG de France Télévisions, puis il y a eu une opération, ça s'est mal passé, c'était Philippe Guillaume. Il était président de la 2 et de la 3. Il arrive à France 2 et à France 3, il vire Michel Drucker, tout le monde, il les vire tous. Ça fait un scandale. Lui, ça a été à la pelleteuse, quoi. Il est parti à la pelleteuse. Ça a fait un tel scandale qu'il y a eu des grèves, il a dû démissionner. Et puis finalement, on est rentré dans le cadre plus normal. Puis j'ai connu, après, un autre président de Radio France. Je l'ai connu avant qu'il soit président de Radio France. Il s'appelait Michel Boileau. Et alors lui, il me disait Radio France c'est insupportable, c'est politisé, ce n'est pas objectif. Moi je suis candidat à la présidence de Radio France, et il était avec son directeur de cabinet qui s'appelle Daniel Boudet. Et il maniait le sabre, il avait un sabre en exposition parce qu'il a fait de la diplomatie. Il dit alors, quand je vais arriver, les têtes vont couper, etc. Il est nommé PDG de Radio France. Et le gars dit tout ça c'est terminé, je vais faire le grand ménage. Puis au bout d'1 mois, 2 mois, plus de nouvelles, plus rien.
Et il me dit, je peux rien faire. En fait, vous êtes le dresseur de chiens, vous savez dresser 2 ou 3 chiens, les mettre en ordre, vous arrivez dans un chenil où là c'est 100 clébards qui n'écoutent plus, qui aboient. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez dans votre bureau, vous attendez la fin de votre mandat.